Voilà, merci beaucoup de ces aimables mots et surtout un grand merci de m'avoir convié à cette journée de réflexion qui est quand même une journée dont le contenu est vraiment difficile. Merci aussi pour le bel accueil depuis hier, si j'oubliais de le dire tout à l'heure. Donc voilà, je trouve que déjà le titre de la journée, c'est déjà un titre compliqué, hein, vouloir dormir, vouloir faire dormir, nouvelle modalité du mourir. Et je pense que réfléchir à cette question-là, et c'est un vrai plaisir depuis ce matin de voir comment on a pu déployer cette question dans la complexité dont elle est porteuse. Alors évidemment, vous le savez bien mieux que moi, vous qui êtes des cliniciens, c'est un véritable défi clinique et réflexif de réfléchir à cette question, surtout au terme de la journée où certainement vous êtes déjà tous fatigués, mais enfin je vois que la grosse majorité n'a pas encore dit « Ah, j'ai mon train, j'ai mon bus », vous êtes encore là, c'est remarquable. Alors c'est compliqué pour plusieurs raisons, parce que ce défi tient au mot même du titre que je me suis assigné, hein, peut-on endormir sans spiritualité, enjeux éthiques et rituels. Vous le savez mieux que moi, la loi Claes-Leonetti de 2016 a permis dans le champ des représentations sociales de ce que signifie la mort et, entre guillemets, la bonne mort, hein, le déploiement d'une technique qui, vous le savez, représente bien autre chose qu'une technique, puisqu'elle se pose, et c'est un premier paradoxe de mon point de vue, comme... Ah oui, il y a une chute de micro. Je me disais bien qu'il y avait de l'ombre qui avait changé sur mon papier. Qu'elle se pose comme un acte relationnel, hein, qui doit par ailleurs soutenir une interrelation entre le patient, son entourage et les soignants. Ça, c'est un premier paradoxe que j'aimerais essayer de réfléchir avec vous. Un deuxième paradoxe, c'est qu'il est renforcé par un autre lorsque l'on essaie de penser la sédation dans la dimension terminale de l'existence. C'est une demande d'en finir, d'en terminer, de dormir, de mourir par une personne, alors que cette personne, paradoxalement, ne fera pas l'expérience de ce qu'elle demande, puisqu'elle sera sédatée. Enfin, il y a ce mot un peu provoquant dans le titre de la journée, c'est ce vouloir, comme si la demande de sédation et son acceptation par une équipe soignante et par un entourage, eh bien, avait à se penser uniquement dans le cadre de la volonté stricte, de la volonté délibérative, de la décision rationnelle. Peut-être faudrait-il, et c'est ce que je vais essayer de faire un peu avec vous, c'est de déployer les niveaux de rationalité qui sont présents dans ce double vouloir, c'est-à-dire le vouloir d'un patient et le vouloir d'une équipe qui concède, vous l'avez très bien dit depuis le début de la journée, qui concède à cette demande d'un patient d'être endormi. Et enfin, dernier paradoxe, c'est vouloir dormir, vouloir faire dormir. Est-ce bien de dormir et de sommeil dont il est question? Déjà, voici quelques années, Didier Campbell avait travaillé cette question-là. Et lorsque l'on dit dormir, est-ce que ce ne serait pas un leurre pour nommer ce dont on ne veut ou dont on ne peut parler? En effet, que dit le patient lorsqu'il dit vouloir dormir et surtout lorsqu'il souhaite vouloir dormir jusqu'au terme de son existence? Que vivent, et vous l'avez très bien évoqué depuis le début de la journée, que vivent les équipes soignantes lorsqu'elles endorment un patient au prix d'une transgression vécue et trop peu souvent nommée. Pourtant, cette quête d'un patient de vouloir dormir nous place généralement en dehors de nos repères habituels dans notre recherche du bien, au cœur de notre action professionnelle. C'est tout simplement cela que je nomme transgression, ce n'est pas un critère moral. Je dis, on est en dehors de ce qui fait habituellement notre recherche du bien. Alors, au regard de ces premiers constats, en espérant ne pas trop vous sédater, hein, je voudrais vous proposer un exposé en 5 points, et je prendrai d'abord une petite précaution avant de faire cela. Hein, j'ai bien conscience des complexités des situations cliniques, hein, auxquelles on est confronté avec la sédation. Je suis aussi conscient du caractère un peu a priori, j'espère que ça va rester qu'a priori, théorique de mes propos,
Cependant, je pense que, voilà, essayer de réfléchir d'un point de vue éthique à la question de la sédation, c'est évidemment, et on l'a déjà dit aussi depuis ce matin, ce n'est pas proposer des recettes applicables en toutes circonstances et dans leur intégralité, mais c'est essayer de penser ensemble, d'ouvrir des horizons en vue de s'assurer que dans le concret de nos décisions, on a pensé au mieux pour ne pas passer à côté de ce qu'il est effectivement question d'assumer pour et avec autrui dans une expérience d'un geste le plus approprié, le plus juste possible. Et je fais ainsi écho à la définition de l'éthique chez Paul Ricoeur lorsqu'il dit que l'éthique, c'est la visée du bien pour soi et pour autrui dans des institutions justes. Alors, cela étant dit, quel point je vais développer dans un premier temps, je reviendrai sur la complexité de ce que ça signifie pour nous professionnels de réfléchir à la notion d'incertitude. Et ce concept a été évidemment honoré très largement aujourd'hui. Ce rapport à l'incertitude qui serait pour moi comme le premier présupposé éthique dans la réflexion, décision relative à une sédation. Dans un deuxième temps, je m'attarderai davantage à la notion de souffrance pensée au cœur de l'expérience d'un corps. Il y a des ondes maléfiques. Parce que je pense que c'est vraiment important dans la sédation de resituer la sédation dans l'histoire d'un corps singulier, parce que j'ai parfois l'impression qu'au nom de nos visées de bien faire, d'entrer dans la complexité, dans l'existentiel, on oublie que la vraie vie du patient, elle est quand même toujours inscrite dans un corps particulier. Dans un troisième temps, je m'interrogerai ainsi sur la notion de souffrance et de souffrance spirituelle inscrite dans le mouvement d'existence dont ce corps est toujours porteur. Ça va? Vous restez assis, c'est bien. Dans un quatrième temps, je dirais, mais tiens, si un des enjeux, c'est de soutenir ce corps, qui est à la fois le signe et le lieu du mouvement de la vie de ce patient, qu'en est-il de nos compétences réelles en termes d'équipe et qu'est-ce que ça signifie vraiment prise en charge globale et interdisciplinarité. Et ceci me permettra, j'espère, de situer la demande rituelle comme modalité intersubjective d'entrée en sédation au terme de mon parcours avant de vous proposer quelques conclusions. Donc tout d'abord, je pense que réfléchir à la sédation, c'est un chantier complexe qui est évidemment traversé par la question de l'incertitude. L'incertitude, on l'a ouverte depuis le début de ce colloque. La définition en tant que telle, qui doit être précise, toujours circonstanciée. La tension clinique entre impuissance et pouvoir, le lien entre la demande d'un patient et la répercussion auprès, on vient d'en parler magnifiquement, auprès de son entourage et de l'équipe soignante, l'attitude à maintenir pendant que l'autre dort. Et il me semble qu'au-delà de toutes ces complexités qui ont déjà été mises en évidence depuis ce matin, on pourrait encore contextualiser un tout petit peu davantage avec un article de Vincent Gamblin, lorsqu'il nous invite à réfléchir sur, certes, les incertitudes, mais aussi sur les limites qui traversent, et c'est ça le paradoxe évidemment dans la vraie vie, le paradoxe c'est les limites auxquelles nous sommes confrontés, alors que dans notre rapport à l'action, comme professionnels, comme équipe, nous voulons bien faire. Il avait cette insistance, c'est se dire que, et c'est ça je pense que c'est difficile dans la sédation, c'est bien que nous voulions bien faire, nous savons déjà au départ que nous ne pourrons jamais faire vraiment ce que nous voulions faire de bien. Et ça, je pense que c'est un des grands enjeux de l'exposé de Daniel Leboul ce matin. On dit en quelques mots, si je veux résumer toutes ces questions à une seule, d'un point de vue éthique, c'est bien sûr la finalité de l'acte qui m'est demandé et de l'acte que je vais réaliser, qui, malgré toute ma bonne volonté, va toujours être traversé par des limites d'ordre divers et qui, me semble-t-il, il est important de pouvoir les penser pour pouvoir, comme professionnel,
vivre cette demande difficile de sédation avec, ce que j'espère, et entre guillemets, le plus de légèreté possible. Alors je reprends quelques éléments qui ont déjà été évoqués depuis le début de la matinée. D'abord, on a insisté beaucoup sur la notion de symptômes réfractaires. Notion évidemment subjective, difficile à circonscrire par les professionnels quand elle ne s'inscrit pas dans l'objectivité d'un symptôme ou d'un organe, pour lequel on s'est efforcé de tout mettre en œuvre pour, si pas supprimer ce symptôme réfractaire, au moins essayer de le juguler. Réfractaire, quand c'est un symptôme, une dyspnée, un risque hémorragique, tumeur ORL, c'est assez simple. Mais lorsque l'on est dans le réfractaire touchant le non-objectif, on est, me semble-t-il, renvoyé à un certain niveau d'incertitude qui me permettra dans la suite d'essayer d'élargir la typologie de notre propre questionnement. La deuxième notion sur laquelle nous avons déjà beaucoup insisté, c'est cette notion de supportable. À quoi renvoie cette notion de supportable? À qui? Mais surtout à quel registre de représentation et par qui? Est-ce le supportable ou l'insupportable du patient, le supportable ou l'insupportable de la famille, le supportable ou l'insupportable de l'équipe? Autrement dit, le symptôme devient insupportable dans sa dimension réfractaire, ce qui pose aussi, dans la vraie vie, une question, c'est, oui, on dit qu'il est réfractaire, mais ai-je réellement eu comme équipe les moyens de répondre à ce symptôme, et encore plus si ce symptôme est subjectif, pour qu'il ne soit plus réfractaire? Alors je pense que vous comme moi, dans notre clinique, nous faisons l'expérience de ne pas toujours avoir les moyens que nous souhaiterions avoir pour viser le bien que nous voulons réaliser dans une situation de demande de sédation. Enfin, on peut se demander s'il est possible réellement de dissocier un symptôme physique, réfractaire ou non, d'une souffrance psychologique ou existentielle, elle-même éventuellement réfractaire à tout accompagnement. Autrement dit, la problématique du rapport à l'action et à l'efficacité thérapeutique constitue, vous le savez bien mieux que moi, la deuxième grande limite à la question qui nous occupe depuis ce matin. Lorsque, d'autant plus, nous voulons soulager des souffrances à dimension existentielle ou psychique. Mais que mettons réellement derrière ces mots lorsque, en termes d'expérience, nous renvoyons la vie du patient à un ensemble de compartiments comme si toute sa vie, dans son cri de sédation, n'était pas intrinsèquement unifiée entre eux. Et je comprends notre tentation de vouloir essayer de réduire ces symptômes difficiles à un symptôme objectif, que c'est cela que l'on préférerait généralement. Mais dans la clinique, il faut le reconnaître, la sédation est aujourd'hui de plus en plus, ou risque de plus en plus d'être sollicitée en termes de fatigue d'être soi, d'épuisement de la vie, d'épuisement de sens. Et dès lors, je comprends aussi votre malaise. Si vous avez bien compris cela, votre malaise de devoir répondre par un acte technique au pressentiment que vous avez que la question qui vous est posée n'est évidemment ni objective ni technique. Enfin, dernière incertitude qui a été levée depuis ce matin, c'est toute la problématique de la dimension terminale et de la demande dans cette dimension de l'existence où, évidemment, la notion même de pronostic et l'usage que l'on en fait s'avérera déterminante pour une rencontre visant le mieux possible le bien, tant pour le patient que pour l'équipe. Enfin, et on vient de nous le rappeler d'une manière très claire dans l'exposé précédent, l'incertitude touche aussi la notion de mort pacifiée, implicitement souhaitée dans la demande de sédation, mais l'absence de manifestation
d'angoisse, de détresse, de souffrance de la part de la personne endormie signifie-t-elle réellement toute absence de souffrance dans le vécu psychique inconscient de celle ou celui qui dort? Et je pense que là encore, si nous voulons être vrais, nous restons confrontés, pour une part au moins, à l'énigme. En d'autres mots, toutes ces dimensions d'incertitude attestent, de mon point de vue, s'il fallait encore le redire, que la clinique de la sédation n'est pas simple et que bien des paradoxes la traversent, sollicitant les équipes soignantes que nous sommes à la prudence clinique, décisionnelle, relationnelle et éthique. En effet, je pense qu'il ne faut pas craindre de se poser certaines questions qui, pour déroutantes qu'elles restent, et nous allons le voir, assurent au moins la réduction des risques d'une mauvaise décision lorsque nous concédons à la demande de sédation d'un patient. Car le paradoxe de poser un acte technique pour répondre à la lourdeur d'un symptôme existentiel, toujours inscrit dans l'histoire et la vie singulière d'un patient, de viser le bien par un acte de sédation, alors que, pour bon nombre, il reste vécu comme un échec au regard de l'étiologie qui le convoque, faire taire tout symptôme et ainsi l'énigme qui généralement les porte, la supportabilité de la vie au prix de son altération. Pour avancer dans... Ça va? Vous tenez le coup? Vous êtes vraiment courageux. Hein? Pour avancer dans ma réflexion, je voudrais maintenant m'interroger sur un deuxième pan. C'est la question du lien entre souffrance et expérience. Alors, j'ai avancé évidemment pas pour clôturer, vous vous rendez compte, toutes les difficultés que nous avons ouvertes depuis ce matin, mais je voudrais réellement réinscrire l'expérience de la souffrance d'un patient en demande de sédation dans son lieu d'expérience. C'est pas moi qui ai rêvé tout ça, c'est Michel Henry qui est un philosophe. Lorsqu'il parle de cette notion, alors vous verrez, j'ai mis quelques phrases sur la dia pour que ça paraisse moins compliqué, lorsqu'il parle de cette notion de corps éprouvé. Autrement dit, ce que nous nommons généralement avec notre langage en soins palliatifs la souffrance globale. En effet, pour paraphraser Michel Henry, il nous dit quoi? La corporité, autrement dit, le fait d'être moi avec mon corps, ici un corps bien concret, qui est évidemment plus tout à fait le corps que j'aimerais avoir, mais voilà. Le corps, mon corps, le fait d'être dans mon corps, c'est l'épreuve et l'expérience, le substrat et la forme que prend notre vie. Elle est la chair de notre vie, la vie que nous éprouvons dans toutes ses dimensions. Et c'est au cœur de ce qu'il appelle cette apparence de la vie, autrement dit, cette vie brin concrète du sujet que je suis par mon corps, que ce doit, me semble-t-il, être appréhendé l'histoire et l'étiologie de la plainte, tant organique que psychique, d'un sujet, pour ne pas passer à côté de ce qui, à un moment donné de sa vie, devient la contestation de ce fait d'habiter son corps. Autrement dit, c'est une vie qui ne peut toujours être exprimée que par un patient singulier, on dit, pour le dire tout simplement, dans un corps concret qui est le sien et dont seul le patient a l'expérience. Je dis, ce que j'essaie de faire en honorant la problématique du corps, c'est de ramener nos beaux discours existentiels, psychiques, moraux, spirituels, dans le lieu réel de leur vécu et de leur émergence, qui est toujours un corps concret. Et pour cela, je m'appuie essentiellement aussi sur les propos d'Emmanuel Lévinas, lorsqu'il nous redit que finalement, toute souffrance, quel qu'en soit le symptôme, qu'il soit physique ou psychique, renvoie au corps. Ça a l'air d'être des machins compliqués que je raconte, mais c'est plus concret que vous ne croyez. En ce corps éprouvé, moi, qui toujours porte ce que j'appelle le mouvement de ma propre vie.
C'est-à-dire, lorsque je demande une sédation, cette sédation, même si ce n'est pas par un symptôme objectif, s'inscrit toujours dans l'objectivité de mon corps vécu, éprouvé, comme étant le lieu par lequel je suis, moi, Dominique, ici devant vous, qui a un peu la bouche sèche parce qu'il a un peu la trouille, qui transpire un peu parce que le veston est trop chaud. Mais voilà, c'est un corps éprouvé. Mon corps, il n'est pas délié de tout ce que je suis pour le moment devant vous. Et Lévinas avait ces très beaux propos lorsqu'il disait qu'il faut lever tout dualisme entre le corps et l'esprit, et donc de sortir la vie spirituelle du patient de tout dualisme du corps. Et je le cite, je pense que j'ai mis la phrase là-bas, « Les malades connaissent bien l'état de leur corps et l'effet qu'ont les moindres événements sur leur psychologie. La vie intérieure des malades est extrêmement liée au corps et ne décolle jamais du corps. Mais au lieu d'être vide et dépourvu de sens, leur vie spirituelle se développe pour croître et parvenir à un haut niveau de l'esprit. » Autrement dit, et c'est là que je retombe sur terre, lorsqu'il est question aujourd'hui d'élaborer des critères, des étiologies pour légitimer une demande de sédation et passer à l'acte, de quoi est-il effectivement question? Bien sûr, face à ce qui est en jeu dans l'expérience même de la souffrance, la tentation est grande de catégoriser, de l'inscrire dans un champ sémantique particulier qui va être capable de légitimer notre action professionnelle, autrement dit, qui va légitimer le fait que l'on réponde positivement à la demande de sédation d'un patient. Action qui, toujours, je n'ai aucune critique là-dessus, est inscrite dans notre désir de bien faire. Mais n'y a-t-il pas un risque de passer à côté de ce dont il est effectivement question dans la demande de sédation si l'on ne réinscrit pas le corps comme le lieu d'existence et d'épreuve portant la totalité de ce qu'est et de ce que vit un patient en demande de sédation. Autrement dit, peut-être faudrait-il effectuer un passage de la question de quoi le corps a besoin pour être en paix à une autre question, de quel désir le corps fait-il signe dans la plainte de celui ou celle qui l'habite. Et c'est ici que, oui, j'avance quand même, je suis à la moitié, que j'en arrive à mon troisième thème, qui est cette question de la souffrance spirituelle. C'est-à-dire le constat d'aporie, d'insatisfaction que nous avons parfois, de la seule réponse technique et en même temps l'appel que nous avons bien compris entre le besoin et le désir, semble ouvrir, de mon point de vue, la question de la souffrance spirituelle qu'il faudrait pouvoir assumer dans l'intersubjectivité et de la demande de sédation et de la réponse qui lui est accordée si nous voulons réellement prendre au sérieux le patient dans l'éprouvé de sa propre existence. La véritable question, ça va être de se dire, mais quelle définition va-t-on donner de la vie spirituelle? Alors voici quelques années, j'ai élaboré, donc c'est une définition qui est un peu schématique, mais si elle est schématique, c'est parce qu'elle veut être pédagogique. Je pense la vie spirituelle comme ce que j'appelle le mouvement d'existence du sujet. Donc voilà, je ne suis pas psy, donc je ne vais pas faire mon psy, mais pensons à chacune de nos vies. Voilà. Vous avancez dans la vie, c'est un mouvement, voilà, ça avance, c'est comme une sphère qui tourne. Ce que je suis dans la vie, en avançant dans la vie, je ne me fais pas tout seul, je me fais en lien avec les autres. Et ce qui fait que je suis qui je suis, c'est profondément teinté par mon corps. C'est-à-dire, j'avance dans la vie avec mon corps, et un corps en bonne santé, c'est pas un corps malade, un corps jeune, c'est pas un corps de vieux, un corps de femme, c'est pas un corps d'homme, mais voilà, qu'on le regrette ou non, on a le corps qu'on a, hein.
Et on avance dans la vie avec son corps. Mais on avance aussi dans la vie, pas simplement ce mouvement de la vie qui fait que je suis qui je suis, c'est pas simplement mon corps. Mon corps, il est aussi profondément mis en lien avec ma vie psychique, avec une dimension éthique, c'est-à-dire une représentation du bien, de l'épanouissement, du bonheur. C'est-à-dire, on n'avance pas dans la vie, dans ce grand mouvement qu'est la vie, sans un horizon. Et il y a un quatrième pôle que j'appellerais le pôle religieux ou le pôle transcendant. C'est-à-dire, c'est ce pôle d'altérité qui fait que, en termes d'expérience, vous comme moi, nous savons que dans la vie, nous n'avançons pas dans la vie sans de l'autre. Alors mettez ce que vous voulez derrière autre. À titre personnel, j'y mets jusqu'à la question de la foi. Mais évidemment, ce n'est pas obligatoire. Donc ce grand mouvement de la vie qui fait que nous sommes chacune et chacun uniques. Je dis, voilà, c'est un mouvement qui fait que je suis qui je suis. C'est un mouvement qui me porte. Hein? Je dis, un mouvement qui me porte quand je me lève le matin. Je ne dis pas, Dominique, où est ton mouvement d'existence? Non, je me lève et je me mets en route comme tout le monde. Hein? Donc ça nous porte, cette affaire-là. Ça fait qu'on est nous. Mais en même temps, c'est un mouvement qu'on peut porter. C'est-à-dire, on peut prendre des décisions, incliner le mouvement de la vie d'une manière ou d'une autre, faire que nous avons, comme on dit, notre vie en main. Et mon hypothèse de fond, c'est que la maladie, l'épreuve, une demande de sédation est toujours le signe d'une certaine désorganisation de ce qui habituellement fait notre unité, si toucher un des pôles renvoie toujours à l'affectation des autres pôles. C'est-à-dire, quand mon corps est touché, ça n'est pas sans répercussion sur ma vie psychique, éthique ou transcendante. Si je fais une grosse déprime, la même chose. Si je me pose des questions existentielles d'ordre éthique, j'espère que vous avez compris le grand enjeu. C'est-à-dire que, pour moi, la spiritualité et l'attention au mouvement de la vie éprouvé par le corps est toujours l'interrelation de ces quatre dimensions qui fait que je suis qui je suis. Or, ma question, c'est, pour moi c'est une véritable question éthique, lorsqu'il y a une demande de sédation, qu'en est-il de la prise au sérieux, à la fois de la conjonction de ces quatre dimensions qui font que l'épreuve de la vie, toujours expérimentée par un corps, eh bien, elle est ébranlée s'il y a une demande de sédation. Si je veux dormir, et si derrière dormir, je dis je souhaiterais en finir. Qu'est-ce que j'entends de la demande du patient pour que je m'assure que le cri de la plainte, que je n'ai pas à discuter, sa plainte et sa plainte, je puisse l'entendre dans l'articulation questionnée des quatre pôles qui constituent son éprouvé singulier comme patient fragilisé par l'altération de sa vie psychique ou physique. Je n'ai pas de recette, mais une de mes intuitions, c'est qu'aujourd'hui, le risque est grand. Puisque nous sommes mal à l'aise avec la sédation, de vouloir catégoriser la demande dans un pôle qui nous rassure et que nous pourrions, d'une certaine manière, objectiver et qui négligerait l'attention nécessaire en termes de mouvement d'existence à ce qui fait l'inscription en termes d'épreuve de la plainte du patient. Autrement dit, un des risques, me semble-t-il, aujourd'hui, puisque nous pourrions, via des grilles, via des analyses, via des spires ou des fact sheets ou de tout ce que vous voulez, circonscrire et objectiver la plainte, dire « nous avons ce qu'il nous faut pour être en paix dans la demande et la réponse que nous apportons en termes de sédation ». Mon but n'est évidemment pas de partir en guerre contre les grilles, mais je pars en grille, c'est contre les bonnes cases dans lesquelles nous enfermons le patient pour notre propre paix, alors que nous ne sommes peut-être en rien assurés d'avoir réellement répondu à l'inscription éprouvée dans l'interrelation de ces quatre pôles
de la plainte sollicitant une demande de sédation que par ailleurs je ne conteste pas. J'ai simplement envie de plaider pour la nécessité de se donner autant qu'il est possible tous les moyens nécessaires pour entrer dans la compréhension, dans un accompagnement et une réponse ajustée à ce qui m'est adressé comme plainte. Et cela, d'autant plus, que vous le savez mieux que moi, la réponse habituelle que nous donnons dans un acte de sédation ne nous satisfait pas tout à fait par rapport à ce que habituellement nous dirions de ce que nous faisons, particulièrement en soins palliatifs. Autrement dit, nous l'aurons compris. Voilà, parfois, dans nos processus de décision, quel pôle avons-nous tendance à privilégier plutôt qu'un autre parce qu'il nous rassure dans la construction de notre rapport à l'action, mais en même temps, quelle illusion construisons-nous quant à l'expérience même de la souffrance de l'autre lorsque nous l'assignons à un pôle, alors que toujours un pôle renvoie à sa propre articulation. Une souffrance physique va tout renvoyer chez moi à du psychique, à une représentation de l'existence, et si je parle de moi, que je suis croyant, aussi à une certaine image de Dieu. Et prenez n'importe quel pôle comme voie d'accès dans la plainte, le pôle renverra toujours à l'articulation des trois autres pôles. Lorsque je dis « ma vie n'a plus de sens », lorsque je suis dans une détresse existentielle à dimension psychique ou psychiatrique, qu'on a voulu traiter et qui persiste et que je demande une sédation pour pouvoir dormir, est si assuré qu'un seul des pôles ne soit concerné dans la réponse que j'ai à lui apporter. Ce qui m'amène à envisager mon avant-dernier point. Voilà, qu'en est-il réellement de ce que nous avons à faire? Et d'ailleurs, je ne sais pas ce que nous avons à faire. J'essaye simplement de faire ici mon travail de... Alors, celui pourquoi on m'a fait venir. On me dit, voilà, aide-nous un peu à réfléchir, que c'est compliqué toutes ces affaires-là. Donc, c'est ce que je fais. Hein. Donc, mon quatrième pôle, c'est de dire, ben voilà, pour accompagner et décider. Mais il me semble que si on est un peu sensibilisé à ce que je vous ai expliqué de manière un peu trop caricaturale, j'en conviens, peut-être de manière un peu trop rapide, à cette conception de la spiritualité comme mouvement d'existence du sujet constitué de l'interrelation constitutive de quatre pôles, hein, je pense qu'on peut s'interroger, me semble-t-il, sur deux thèmes. Je pense qu'on peut s'interroger sur... Et ici, je ne me donne pas des bâtons pour nous battre. Hein. J'essaie simplement de dire, de comprendre parfois où est notre malaise de clinicien lorsque nous faisons l'expérience de ne pas tout à fait vouloir faire ce que nous voudrions faire. Puis je pense, me semble-t-il, qu'il faut peut-être questionner deux choses. Il faut peut-être questionner les conditions effectives qui sont mises à notre disposition pour pouvoir répondre à la complexité de ce qui tend et sous-tend la plainte d'un patient en demande de sédation. Il me semble qu'il y aurait deux choses à questionner. La notion d'interdisciplinarité, et combien on sait que voilà, dans la pratique des soins palliatifs, c'est un concept fort, un concept central, et peut-être aussi que nous ayons la simplicité, sans nous rendre plus malheureux que cela d'ailleurs, hein, des compétences réelles que nous avons pour être attentifs à ce que j'ai nommé cette dimension spirituelle du mouvement d'existence. En effet, il me semble que ce que j'ai essayé de vous tracer en termes de souffrance inscrite dans un cœur éprouvé, qui est pour moi le lieu d'une dimension spirituelle qui pose la vie du sujet, et que c'est à partir de ce lieu où le sujet est posé qu'il demande un acte de sédation, il me semble que cela questionne la notion d'équipe pluridisciplinaire et les compétences réellement ouvertes par la notion de spiritual care. En effet, même si ce terme est un peu compliqué, il me semble qu'on pourrait en toute honnêteté questionner tout simplement les compétences plurielles
dont sont réellement porteuses nos équipes lorsque nous essayons de comprendre la complexité d'une situation de demande de sédation. Autrement dit, quels moyens, si la vie d'un sujet est toujours au cœur de ce cœur éprouvé, attestant son propre mouvement d'existence, quels moyens avons-nous réellement dans nos équipes pour essayer d'appréhender ce qu'il en est effectivement de la subjectivité de l'autre, qui, dans une véritable détresse qui n'est pas à questionner, me demande de dormir pour peut-être en finir. Et je pense que cela, chaque personne, lorsqu'elle fait ce type de demande, me semble-t-il, déploie, pense et vit une expérience spirituelle qui lui est personnelle, incluant une temporalité, une structure, des significations, des expressions, on dit des affects, des sensations, des actions, qu'il importe de reconnaître et d'essayer d'accueillir dans la complexité dont elles sont le signe. Et ça, me semble-t-il, ça pose une autre question qui est tout aussi essentielle. Voilà, quelles sont aujourd'hui les compétences disponibles en termes de mandat, et je reviendrai tout à l'heure sur ce terme de mandat qui nous est donné à nous professionnels du soin pour rencontrer cette dimension spirituelle. Dimension spirituelle qui est évidemment très compliquée à rencontrer dans le cadre de ce que nous connaissons en termes de management hospitalier, dans un temps de plus en plus court, qui renvoie à des temps de rencontres interhumaines de plus en plus éphémères. Mais en même temps, j'ose croire que même dans un temps court, et je pense que c'était hier soir dans la conférence de Régis Aubry qu'on parlait de cela, que même dans un temps court, une modalité affinée en termes de présence et de compréhension de l'autre peut être possible. Mais que cela, évidemment, ça va répondre, je vais être un peu provocant en utilisant ce mot-là, ça va dépendre de nos croyances en termes de spiritualité. Et quand je dis croyance, ce n'est pas pour dire que la spiritualité, c'est du religieux. Autrement dit, ça renvoie à la question de la représentation que nous nous en faisons et de la perception que nous en avons comme relevant ou non du mandat professionnel qu'est le nôtre. Ma conviction profonde, c'est que qui que nous soyons, puisque nous avons chacune et chacun, en fonction de notre compétence, à prendre en charge un pôle du mouvement. Si je suis infirmier, je m'occuperai davantage du pôle corps. Si je suis psychologue, je m'attendrai davantage au pôle psychique. Si je suis bénévole, je serai peut-être plus dans le pôle éthique. Si je suis un accompagnant spirituel, religieux ou non, je serai peut-être dans le pôle transcendant. Je pense que chacune et chacun, nous avons un mandat personnel et d'équipe à une attention, en fonction de nos compétences propres, à l'inscription du sujet dans la totalité de son propre mouvement d'existence. C'est en tout cas ce à quoi nous essayons de réfléchir lorsque, aujourd'hui, nous essayons de dire voilà, que cette notion du spirituel care, autrement dit, de cette attention à la dimension spirituelle dans le soin, est une dimension fondamentale dont j'ai l'impression, pour accompagner certaines réflexions d'équipe, nous passons quand même à côté de l'objet de la plainte, lorsque l'objet de la plainte ne peut pas être circonscrite uniquement dans une case objectivée, mais qu'elle renvoie à la totalité d'une expérience singulière, d'un patient singulier. Et ça, je pense que c'est vraiment un enjeu qui me semblerait important à essayer de réfléchir au cœur de nos volontés de bien faire. Ne prenez pas du tout mes propos pour de la critique en disant ouais, on est des bons à rien, on ne sait pas ce qu'on fait, on n'a pas les moyens. Non, c'est pas du tout ça. Ce qu'il essaye simplement de faire, c'est de nous aider à réfléchir pour que nous vivions ces sédations qui sont effectivement difficiles dans la plus grande paix, parce que nous aurons mieux compris ce dont il est question dans ce lieu difficile
dans lequel le patient nous convoque. Et j'en viens ainsi à ma dernière question. Voilà, est-ce que s'endormir, vouloir dormir, ne faudrait-il pas s'endormir dans le lien? Et c'était déjà très bien amorcé dans la présentation qui a précédé lorsqu'on nous a parlé un peu du souhait des familles. Pour moi, essayer de poser cette question, pour moi, c'est poser cette question en conséquence de ce que j'ai essayé de vous partager dans ce qui précède. Pour moi, ouvrir cette question, c'est essayer de prendre au sérieux la dimension spirituelle en tant qu'horizon transversal pour appréhender la question de la sédation. Et j'aimerais donc m'arrêter à une dernière question que j'ai mise dans mon titre, la mise en œuvre d'un rite avant l'endormissement ne pourrait-il pas être le signe, un signe spirituel partagé familialement et socialement, l'ouverture à la visée d'un lien interhumain à soutenir durant le sommeil d'autrui? Alors, parler de rite ici, il faut bien se comprendre. Lorsque je parle de rite, ça ne renvoie pas de mon point de vue à une procédure à dimension symbolique qu'il importerait de mettre en œuvre avec des moyens, quels qu'ils soient. Mon souci, c'est qu'un patient ne puisse jamais s'endormir sans parole. Car je crois que s'il importe de ne pas mourir sans parole, autrement dit, sans avoir la possibilité d'en partager la signification avec ses proches, n'est-ce pas tout le processus langagier mis en œuvre avant que la sédation ne soit posée comme un acte technique qui tiendrait lieu de fonction rituelle, plutôt qu'un acte, qu'une parole qui, au dernier instant, serait célébrée pour abraser la violence technique du geste d'entrée en sédation. Alors bien sûr, je me rends compte, voilà, moi je sais faire que ça, et que c'est peut-être un peu théorique, un peu idéal, hein, tout ce que je raconte, mais je me dis, est-ce que le rite ne renverrait pas à une parole qui, parce qu'elle a été échangée avec des professionnels, mais surtout avec des proches, dans tout ce qui a précédé ma demande de sédation, est-ce que finalement le rite ne renverrait pas à ces paroles en termes d'aboutissement d'un processus décisionnel vécu avec le patient, fût-ce dans une temporalité restreinte? Alors, ici, je vais citer la phrase parce que c'est une phrase que j'ai écrite ailleurs et je trouve qu'elle est bien écrite, donc je me cite. Mais non, c'est parce que je voudrais bien que tous les mots portent et que je n'ai pas des heures devant moi. Donc voilà, le rite. Il symboliserait ou mettrait en scène une décision permettant une structuration et une clôture du temps en attente de paix par un entourage familial ou soignant avant d'y consentir, comme s'il fallait célébrer et anticiper la paix entre les morts et les vivants. Autrement dit, ce qui serait dit ou attesté par un geste, un massage, une parole, une onction d'huile, peu importe, juste avant l'entrée en sédation et son acte technique, n'aurait, de semble-t-il, de mon point de vue, de sens et de fonction rituelle que s'il renvoie à tout ce qui a précédé en termes d'intersubjectivité et qui a construit à un moment donné l'accord avec un patient et son entourage à concéder, à le laisser entrer dans le lieu de sa volonté, vouloir dormir. Autrement dit, il me semble que ça marquerait une sorte d'accord partagé sur la suspension des jours dans le sommeil jusqu'à la mort, suspension où il sera question de rester présent à autrui. Et en ce sens, ce qui serait dit ou fait resterait la trace de tout ce qui a été tissé en amont pour inscrire l'acte technique de sédation dans sa dimension plus large de signification. Autrement dit,
Ce temps, ce rite commémoratif du processus de décision et de l'histoire du sujet devenu souffrant serait une opportunité avec lui et pour lui de lui attester notre volonté profonde de le reconnaître comme sujet et de l'y maintenir lorsque seul son corps éprouvé, qui sera devenu pour nous une totale énigme, le corps sédaté, sera confié à notre propre responsabilité. Autrement dit, d'une autre manière, ce rite permettra de signifier le changement d'état du patient, le situant dans une histoire passée et à venir, où chacun se voudra de rester présent, signifiant de la sorte que ce corps endormi reste bien plus que ce corps, puisque dans l'énigme de sa manifestation, il restera sans cesse ce corps éprouvé, cet espace spirituel que nous aurons à accompagner. Alors on touche bien sûr ici, vous vous rendez compte, cette notion de nœud existentiel de la décision qu'il importe de réfléchir, de partager et d'assumer au-delà de ce qui peut être mis en scène dans le sens et même dans les apories, les manques de sens de notre propre action. J'en arrive ainsi à ma conclusion, je pense que je serai dans les temps, à me poser une ultime question, et qui, évidemment, est peut-être la seule de ce jour. Au regard de tout ce que j'ai essayé de vous partager, peut-on encore sédater ? Je pense que c'est la question éthique centrale. Cet acte professionnel est-il légitime d'un point de vue éthique ? Certes, oui. Ouf, hein ? Car notre mandat social de professionnel consiste à rencontrer la souffrance d'autrui fragilisé et d'en prendre soin au mieux avec toutes les compétences dont nous disposons. Au nom d'une incomplétude éthique, en termes de visée du bien, on ne peut enfermer personne dans sa propre souffrance, quelle qu'elle soit. Cependant, peut-être faut-il rester, et on en a parlé aussi ce matin, dans une logique du moindre mal, pour parler plus positivement, dans une logique du meilleur chemin possible. Sachant que tout le bien que nous aimerions mettre en œuvre n'est pas possible et qu'il est insuffisant de se résoudre à une seule démarche technique pour rencontrer ce qui relève d'un autre niveau d'existence et pour lequel, en toute honnêteté, la société et la santé publique ne nous donnent pas les moyens. Mais comme professionnels, ne portons pas tout le poids de l'insatisfaction éthique. Cela relève conjointement d'une éthique de société et d'une politique de santé. Dans l'attente des réelles compétences relationnelles, inscrites dans un spirituel care qu'il importerait d'acquérir, et, me semble-t-il, dont la mise en place d'une dimension rituelle de l'acte de sédation serait le signe, je pense qu'il reste nécessaire de rester convaincu, individuellement et en équipe, que, dans ce qui est effectivement mis en œuvre, nous nous efforçons d'agir au mieux et de viser le bien. En d'autres mots, être conscient de tout cela et oser se le dire en équipe sera, je l'espère, il ne faudrait pas que je perde ma dernière phrase, sera, je l'espère, une opportunité de réintroduire ce que j'appelle de la paix morale dans cet exercice clinique complexe dont vous êtes les premiers agents et pour lequel je vous remercie. C'est bien, vous ne vous êtes pas endormi. Un grand merci, Dominique. Heureusement que c'est filmé, comme ça on aura le temps de revenir, de digérer, ingurgiter. Je dis franchement, il n'y a plus de questions. Hein. Bon,
Merci en tout cas, j'ai envie de le dire comme ça, juste un petit mot. C'est ce que j'en ai compris en tout cas, peut-être c'est à côté, tu vas me dire. Merci de nous avoir donné des repères pour éviter des réponses trop automatiques. C'est ce que j'ai compris, hein, trop uniformisantes, et de s'ajuster au cas par cas, à chaque situation, en n'oubliant pas de donner un espace à la dimension subjective, spirituelle, puisque tu finis par dire oui à la sédation, c'est-à-dire il n'y a pas non plus un non global, d'après ce que je comprends, mais c'est comme ça que je l'ai compris en tout cas, mais pas dans des réponses automatiques, automatisantes, et ce ne sont pas des corps exemplaires d'une même espèce, et peut-être un corps individuel et unique à traiter à chaque fois. Enfin, est-ce que c'est un peu... Ça tournerait autour de ça, ton message? Non, si, je vais faire un résumé en 2 phrases. C'est parce que j'ai énormément d'estime pour les professionnels que vous êtes, que je pense qu'un des rôles de l'éthique, c'est à nous aider à nous vivre mieux dans ce que nous expérimentons encore comme de l'insatisfaction dans l'action. C'est que bien souvent, lorsqu'il faut mettre en œuvre une sédation, on dit « je ne suis pas bien avec ça ». Puisque habituellement, c'est pas ce que je voudrais faire dans ma pratique de soins palliatifs. Je pense que ce que j'essaie de mettre en scène, c'est de comprendre peut-être un petit peu mieux où s'inscrivent nos lieux d'insatisfaction. Non pas pour dire qu'on n'est pas bon, mais pour comprendre que tout ne relève pas de notre responsabilité. Et que quand on a compris cela, je pense qu'on a plus de paix morale à faire ce que l'on fait et que l'on ne voudrait peut-être pas faire tous les jours, mais au moins, on sait pourquoi on le fait et pour qui. Je pense que j'ai voulu dire que ça. Il ne fallait peut-être pas 1 heure. Hein. Moi, Est-ce que je peux poser une question? J'avais une question à poser à un Belge sous 2 formes. Premièrement, Tintin et le Temple du Soleil, avec les dernières pages où les gens vont monter sur le bûcher. Et le vécu que vous avez chez vous, alors je vais beaucoup plus loin que ton topo, mais sur la question du rite, où des équipes comme Catherine Van Oust et Gabriel Renglet mettent en œuvre des rites forts qui permettent de mieux accepter une dimension euthanasique. Et du même coup, ce que tu évoques, c'est finalement ce geste que vous n'aimez pas faire, pour nous, la sédation, il faut l'envelopper dans un rite. Question. Justement, moi, je ne veux pas qu'on l'enveloppe. Et ça serait un peu la tendance. Comme on dit chez nous, je les aime bien, mais je ne pense pas tout à fait comme eux. Hein. Moi, justement, je pense que la fonction de la médecine n'est pas d'envelopper la violence de l'acte. Je pense que la fonction de la médecine, c'est d'assumer la violence de l'acte. Hein, et parce qu'on en comprend la violence, on se donne les moyens pour l'assumer au mieux pour soi et pour le patient en lien avec son entourage. Moi, je dis, si le rite est là pour venir abraser la violence d'un acte médical, ce n'est pas la place d'un rite. La place d'un rite, c'est situer le plus justement le patient, sa famille et les professionnels dans la conscience qu'ils ont de poser un acte violent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas inverser la fonction du rite, autrement ce n'est plus un rite. C'est de nouveau une appropriation par la médecine d'une dimension symbolique qui ne relève pas du mandat de la médecine. C'est vrai, mais en même temps, le rite fait qu'en humanité, on trouve que c'est vachement bien, c'est vachement sympa, c'est vachement mieux vécu. Est-ce que le rite ne favorise pas la diffusion de ce geste violent? Enfin, non, je ne crois pas. Parce que, bon, il faut connaître qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'équipes qui ont les moyens d'entrer jusque dans cette dimension rituelle, même aussi floue que je n'en ai parlé. C'est-à-dire que c'est déjà les équipes qui ont le plus réfléchi, qui vont le plus loin. Et je pense que le rite n'abrase rien à la violence. Et je pense que si un jour le rite abrasait la violence, il deviendrait délétère pour l'entourage et pour les professionnels. Par contre, il met en perspective d'humanité la visée d'un bien que je poursuis, tout en restant profondément inassuré d'avoir fait le bien.
Et je pense que c'est ça qui maintiendra et la sédation telle que vous la connaissez, tout comme l'euthanasie, hein, dans un lieu ouvert de questionnement éthique. Et voilà. La messe est finie.